Les parkings. Je sais que tu es connu pour ça, que tu as même écrit un livre. Dis-moi, pourquoi tu t'es intéressé au parking, toi? Pas besoin de grosses compétences, pas besoin de grosses technicités immobilières. Et du coup, le débutant, qui est pas du tout formé, il va se dire bah chouette, ah putain Alex, il m'envoie un message sur Instagram et j'ai vu la place 15 000 €, rue de Charonne, en plein Paris. J'ai regardé toutes les autres, c'était 30, là c'est 15. J'y vais ou j'y vais pas? Alors ouais mon gars, mais c'est 50 € par mois tes charges, t'as un monde de voiture, ça va tomber en panne, et chaud. Je vais être honnête avec toi, et tous les entrepreneurs te le diront ou pas parce qu'ils osent pas, mais on a peur. On a tous peur de la trésor, de combien on paye, les charges, les machins. Est-ce que dans un an on est encore là? Je parle pas de l'IMO, mais je parle de tous les autres business, et on a tous peur. Le problème pour moi, le pain point principal, c'est les jeunes qui arrivent, je leur jette pas la pierre, je bosse avec certains, ils ont pas cette patience. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode des Leviers de la Liberté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre. Comment tu vas? Salut Thibaut, super top, très content d'être avec toi. Eh bien écoute, moi aussi, je suis super impatient parce que tu parles d'un sujet autour de l'immobilier qui est un peu méconnu, qui m'a toujours intrigué, mais que j'ai jamais vraiment creusé. Donc ça m'intéresse un petit peu de commencer à discuter avec toi de ce sujet. Et ce sujet, c'est les parkings. Ouais. Je sais que tu es connu pour ça, que tu as même écrit un livre. Dis-moi, pourquoi tu t'es intéressé au parking, toi? Écoute, les parkings, comme tu le dis, c'est un sujet qui est hyper méconnu. Et je me suis intéressé au parking parce que je voulais rentrer dans l'immobilier. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas forcément d'exemple autour de moi pour montrer la voie. J'avais pas beaucoup d'argent, j'étais en alternance et le parking, c'était une mise de départ faible et pas besoin de grosses compétences, pas besoin de grosses technicités immobilières. Tu sais, il n'y a rien à casser sur un parking. C'est un bloc de béton ou un box quand c'est un box, mais tu vois, c'est tout simple, donc ça coûtait pas cher, c'était facile. Et en tant que commercial à l'époque, en faisant beaucoup de prospection, je me disais, mais ça doit être magique de toucher un loyer, quoi. Enfin, le principe de ça, et je me suis dit, le parking, c'est peut-être ma porte d'entrée. Et finalement, j'ai poncé le truc jusqu'au bout, et ça n'a pas juste été la porte d'entrée, quoi. Ok, cool. Et alors, moi, de ce que j'ai un peu entendu sur les parkings, tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que, en gros, je dirais qu'il y a 3 stratégies comme ça pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Je dirais la première, t'achètes un parking et puis tu le loues à une voiture. Ouais. Vraiment le truc très classique. Je dirais qu'il y en a une deuxième où tu peux acheter une place, un peu la diviser pour la sous-louer à des motards et mettre peut-être plusieurs motos. Et je dirais que tu as une troisième stratégie où tu boxes le parking pour créer de la valeur en faisant, entre guillemets, des travaux. Toi, t'as un peu fait de tout, où tu t'es spécialisé, t'as poncé un sujet particulier? Écoute, c'est vraiment le point, parce que c'est vrai qu'acheter un parking, c'est rien d'extraordinaire. Et moi, je me suis dit, un parking, c'est bien. C'était plus rentable déjà à l'époque qu'un appartement. L'appartement à Paris intramuros, parce que j'ai acheté principalement à Paris intramuros. Aujourd'hui, c'est peut-être 3-4% brut, peut-être un peu plus parfois. Et le parking, ça pouvait être 5, 7, 8 parfois. Et je me suis dit, je vais aller plus loin, parce que j'étais un peu impatient et j'avais envie d'arrêter d'être commercial. Et du coup, je me suis dit, je suis parti de la demande. Donc, j'ai fait un côté très marketing en me disant, quelle est la demande? Aujourd'hui, dans Paris intramuros, j'ai plein de copains qui sont en 2 roues et ils se font abîmer la selle, péter les rétros. Le scooter, il se dégrade ou la moto se dégrade quand elle est dans la rue. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un besoin pour les 2 roues? En partant de ce que j'avais observé avec mes potes. Et je me suis dit, est-ce que pour 45 €, 50 € par mois, tu vois, le prix devait être assez faible, je peux pas créer un service, un peu comme une start-up, mais sans en être une finalement, mais dans une démarche d'entreprise, créer un service en me disant, je vais prendre une place voiture, je vais la diviser en 4. Et au lieu de mettre une voiture que je louerais, une voiture qui paiera 100 € de loyer finalement, je vais la diviser en 4, je vais mettre 4 scooters à 50 €, soit 200 €. Donc d'un côté, je gagne plus puisque je prends 200 €. Deuxième avantage, je dilue mon risque, parce que les mauvaises langues vont dire oui, mais attends, t'as 4 contrats de location, c'est de la gestion. Ok, mais en réalité, c'est facile à louer. Et puis je dilue mon risque parce que s'il y en a un qui paye pas, j'ai 150 au lieu de 200 et je peux payer mon crédit en face si j'en ai un. Sauf que si j'ai une voiture, je paye pas, c'est une perte de loyer sèche. Et du coup, je me suis dit, il y a une demande, j'en ai parlé à mes copains, ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. J'ai mis une annonce sur le bon coin et vamos, tu vois. Donc je me suis vraiment dit, j'ai vraiment voulu partir du problème plutôt que d'être auto-centré sur moi en me disant, je vais acheter un parking, je vais louer, etc. Je me suis dit, non, ils ont besoin de quoi les gens, tu vois. Donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Ok, c'est toujours bien de rappeler que l'entrepreneuriat, c'est résoudre un problème parce qu'il y en a beaucoup qui partent pas de ce principe. Donc, ils veulent résoudre leurs problèmes, sauf qu'ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord trouver une solution pour l'interlocuteur avant de trouver la sienne, en fait. Donc, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ah, c'est clair. Et du coup, comment tu les mets, les motos, sur une place de parking? Parce que je suppose que pas toutes les places se prêtent à garer des motos. Je sais pas, je me dis s'il y a 3 murs et qu'il n'y a qu'une face avant, comment tu fais le manœuvrage? Alors, dans ce cas-là, tu vas peut-être en mettre que 3, puisqu'en fait, tu vas en mettre une ici, une là, et puis l'autre là, et comme ça, elles pourront sortir facilement. Okay. En fait, tout dépend de la disposition. Et là où j'ai été malin à l'époque, c'est que j'avais
senti le truc en me disant bah, ça va se développer le parking de roues, et ça m'a donné raison, parce qu'aujourd'hui, il y a même des startups qui se sont lancées là-dedans, dans le parking de roues spécifiquement. Mais j'avais senti le truc déjà en 2013, et je me suis dit, il y a un autre point positif sur acheter du parking pour mettre des deux roues, c'est que tu peux acheter des places atypiques, des places triangulaires, des places moches, des places biscornues. Et ces places biscornues, il y a peut-être des chances qu'elles soient moins chères. Parce qu'en fait, les propriétaires savent pas quoi en faire. Parce que tu vois, le propriétaire qui hérite d'une place un peu triangulaire, il sait pas quoi en faire. Et l'agent IMO, il veut pas en entendre parler, quoi. Il veut s'en débarrasser immédiatement. Donc je me suis dit, je vais acheter des places atypiques, on va dire, dans la forme. Je vais les exploiter au max en mettant des deux roues. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. Ok, ouais, c'est intéressant. Donc, tu as été chercher aussi des biens un peu avec des vis, dans le sens où c'était un peu mal foutu pour les bagnoles. Et en fait, tu as changé un peu T'as fait un changement d'usage. Ouais, je fais un changement d'usage. Ok. Mais ça fait un beau parallèle finalement avec l'IMO, parce que ça peut faire le parallèle avec le métier de marchand de biens qui redivise différemment ou qui change l'usage. Donc en fait, il y a un parallèle. Il y a un parallèle. Ouais, j'avais jamais fait ce parallèle, mais il y a un parallèle avec le marchand de biens, effectivement, qui récupère quelque chose et qui va se dire bah, je vais en faire plusieurs appartements, je vais les diviser. Moi, c'est un peu pareil. Sauf que j'ai pas eu besoin de faire d'actes juridiques, parce que finalement, aujourd'hui, quand tu achètes une place de parking, même si elle est biscornue, tu fais un marquage au sol sans boxer, sans ériger de mur en briques en dur, t'as pas besoin de l'accord de la copro. Donc en réalité, ça reste un seul bien immobilier dans le cadastre, ça reste un seul appel de charge, ça reste un seul parking. Sauf que toi, tu l'exploites en 4. Ouais, ok. Toi, tu vas l'exploiter en 4, mais si tu veux, auprès du syndic et auprès des impôts, ça reste une place de parking. Le lot 125 c'est le lot 125. Sauf que toi, bah, peut-être que dans le lot 125, tu vas faire 1, 2, 3, 4. Ok, et ça te regarde toi. Et avec les copros, du coup, pas de problème pour obtenir des bips C'est le point de vigilance. Et c'est là où je me suis fait avoir. C'est pour ça que j'en ai fait un bouquin et que j'ai donné plein de conseils. C'est que bah, au début, moi, j'étais hyper confiant puisque tu as le droit de le faire, donc c'est OK. Et en fait, j'ai découvert un sentiment que j'avais oublié. C'était le sentiment de la jalousie. Dans le sens où bah, c'est vrai, quand tu achètes une place pas chère et que tu arrives à l'exploiter en faisant 200, 250 euros, 300 euros par mois quand elle est vraiment grande, bah, parfois ça agace un peu les autres copropriétaires et ils vont se plaindre. Ils vont dire ouais, tiens, le petit jeune, là, je l'ai croisé. Il met combien de motos là sur sa place Ah bah non, du coup, le syndic, on vous paye, vous avez le mandat pour gérer notre truc, bah c'est un bip par place. Hein. Et moi, j'ai été confronté à ça, à des syndics récalcitrants, sous la pression des copropriétaires qui voulaient pas me filer plusieurs bips. Et moi, je leur ai dit, mais pourquoi, au nom de quoi? Ah oui, mais du coup, c'est interdit depuis 87. Je fais OK, montrez-moi le rapport, soit le RCP ou l'AG, il y avait rien, quoi. Et en fait, c'est juste que ça les agace d'avoir des locataires qui sont pas copropriétaires. Et enfin, bon, après, tu vois, c'est un peu ridicule, mais oui, il peut y avoir des blocages. Ouais. Ok. Et en termes de, donc ça, c'est le gros point à surveiller pour ceux qui veulent investir dans les parkings. C'est pas la folie. Hein. Et après, est-ce que tu as des no-go, genre pas de parking avec X étages en souterrain ou pas de parking avec des rampes? Est-ce que tu as un peu comme ça des no-go, une checklist un peu qui t'aide dans tes décisions? Monte voiture, monte charge, ascenseur à voiture, tu l'appelles comme tu veux, c'est un no-go. Grave. Ok. C'est un no-go parce que ça coûte hyper cher en charge. Un parking en moyenne, alors dans Paris c'est un peu plus cher parce que les syndics ils sont un peu plus chers, ça coûte plus cher les salaires, etc. Donc c'est plus cher. Comme un expert comptable, on en parlait en off, un expert comptable il est souvent 20-25% plus cher à Paris que dans une autre ville. Enfin, bref, je sais pas ce que je fous à Paris, mais du coup, un parking ça va être 20 euros par mois avec une rampe, tu vois, normal. Et s'il y a un ascenseur à voiture, tu peux passer à 30, 35, 40 euros par mois. Donc si tu n'arrives pas à louer ton parking et que tous les mois tu as 40 euros quand même de charges, bah, on se rapproche presque des charges à l'époque d'un tout petit studio, ça a dû augmenter maintenant, mais il y a encore quelques temps, tu vois, un petit studio, ouais, ça pouvait être 40 euros des charges de copro, tu vois, sur un petit syndic. Donc c'est quasiment les mêmes, et en plus de ça fait peur. Enfin, franchement, même moi, en tant que propriétaire bailleur, je flippe appuie, ça tremble, tu flippes, c'est désagréable, quoi. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas la place à Paris de faire des rampes. Ouais. Donc, du coup, ils ont rationalisé. Mais ça, c'est un piège. Et en fait, il faut vraiment faire gaffe. Ça, un conseil que je vous donne, c'est que souvent, les parkings à monte voiture, à monte charge, quoi, sont moins chers. Et du coup, le débutant, pas du tout formé, il va se dire bah chouette, ah putain Alex, il m'envoie un message sur Instagram, j'ai vu la place 15 000 euros, rue de Charonne, en plein Paris, j'ai regardé toutes les autres, c'était 30, là c'est 15, j'y vais ou j'y vais pas? Ah bah ouais mon gars, mais c'est 50 euros par mois tes charges, t'as un monde voiture, ça va tomber en panne, et chaud. Donc en fait, c'est moins cher parce que c'est une galère. Et c'est dur à vendre, aussi. Ah, donc oui. No-go, tu vois Thibaut, le no-go number one, je dirais que c'est le monde voiture. Ok, ah c'est intéressant. Comme on vient de le voir, l'investissement immobilier a le pouvoir de changer des vies.
Et je suis convaincu que les effets de levier immobilier peuvent permettre à tous ceux qui sont motivés et ambitieux d'atteindre un patrimoine de plus de 1 million d'euros en quelques années, comme je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai fondé le club Immopreneur. D'un côté, j'aide les investisseurs débutants à chasser des passoires thermiques rentables et autofinancés à plus de 7% de rendement. De l'autre, j'aide les plus confirmés à réaliser une construction de 2 petites maisons accolées de 75 mètres carrés. Cette technique peu connue permet de réaliser facilement un minimum de 100 000 euros de plus-value en une seule opération. La stratégie est la suivante. Acheter un terrain et construire en investissant 400 000 euros, puis diviser la parcelle cadastrale pour revendre minimum 500 000 euros. Pour y arriver, nous accompagnons les membres de A à Z, de la recherche du terrain, à l'obtention des financements, au plan de la maison, à la gestion des démarches administratives, jusqu'à l'obtention du permis de construire. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. C'est intéressant et tu m'as dit tout à l'heure que tu étais sur une activité de commercial et que tu avais envie de quitter et que c'était pour ça que tu t'étais lancé dans l'IMO. Est-ce que tu avais cette idée de vivre de rente immobilière? Parce que je sais que moi, par exemple, quand j'avais la vingtaine, j'avais vraiment un goal dans ma tête qui était à 30 ans, je veux être rentier, à 30 ans, je veux être libre, je veux pouvoir faire ce que je veux avoir au moins 4-5 000 euros qui tombent tous les mois pour pouvoir m'éclater, prendre plus de risques dans mes business entrepreneuriaux, aller voyager si j'ai envie. Et donc, je sais que moi, j'étais drivé par le fait de faire beaucoup de cash sur le digital et de réinvestir massivement dans l'IMO. Historiquement, je dois mettre 40-50% de mes revenus dans l'IMO, voire je pense peut-être même plus. C'est beau. Et donc, j'ai toujours eu vraiment cette vision que c'était important. Et je ne sais pas d'où ça me vient avec le, faut que tu trouves. Avec le recul. Ah bah ça, faut que tu trouves. Je te le recommande. C'est intéressant. Mais je sais que c'était un goal. Est-ce que toi, du coup, tu avais des goals un peu comme ça ou tu avais d'autres raisons de te lancer dans cette course à la rente un peu? Si tu veux, ça, c'est l'intérêt d'écrire un livre. Parce que le livre, justement, tu vas aller chercher, s'il est un peu profond et tout, tu vas aller chercher le pourquoi du comment, quoi. Pourquoi tu as fait ça? Parce que là, tu me donnes la conséquence, mais tu me donnes pas la raison. Tu me dis la conséquence, c'est que je voulais de l'argent, mais il y a une raison plus forte. Moi, c'est comme toi, j'avais envie de liberté. En fait, je pense que j'avais vraiment envie de liberté. J'étais pas malheureux en tant que salarié, mais je savais que commercial, c'était une école, c'était une étape, quoi. Mais je voulais pas ça, ça me faisait pas rêver d'être commercial, de vendre par téléphone. Enfin, quel commercial? Un commercial doit aimer son métier parce que c'est passionnant, t'apprends, c'est du challenge, c'est du sport en fait, un commercial. C'est un métier de sportif. Mais je me suis dit, il faut que je trouve autre chose et j'ai envie de partir au Brésil, j'ai envie d'aller faire du ski, j'ai envie de partir aux États-Unis, j'aime voyager, j'ai envie de découvrir des choses et j'ai pas envie qu'on me dise fais ci, fais ça. J'avais vraiment cette envie de liberté que ma mère m'a toujours inculquée, cette espèce de. Moi, on m'a jamais dit il faut que tu fasses telles écoles, telles études. Toi, j'ai pas eu la pression d'un cursus, etc. J'ai plus eu l'anti-pression qui du coup te met dans la merde et tu te mets toi-même ta propre pression quelques années après. Il y a pas mal de gens qui ont eu ça aussi. Donc moi, j'avais zéro pression. À un moment, je me suis dit, ouais, mets-la toi la pression parce que sinon, ça va être chaud. Mais je me suis dit, ça m'a apporté de la liberté. Et j'avais l'arrogance de vouloir gagner de l'argent, de vouloir, entre guillemets, être le meilleur dans mon domaine. Il faut une part d'ego, de fierté. C'est hyper important. Et je voulais casser le truc, quoi. Vraiment, je voulais y aller fort. Grand impatient que je suis. Et alors, non pas dans le digital. Enfin, je réinvestissais pas ce que j'ai gagné dans le digital parce qu'à l'époque, tu vois, je te parle de ça, 2012-2013, mais je réinvestissais un peu de mes revenus de commercial alternant. Tu vois, ça allait pas chercher grand chose. Et le variable que je gagnais en tant que commercial, il y avait un petit peu de variable, je le remettais, je le mettais de côté. J'avais un rythme de vie très frugal en fait. Tu vois, je dépensais pas beaucoup. Quand mes copains, tu vois, ils voulaient aller au resto, moi j'étais, tu vois, là quand j'allais dans une pizzeria, je prenais pas la pizza aux truffes quoi à l'époque, tu vois. Je prenais plutôt la pizza à 12 euros. Quoi. Donc après, c'est un mindset et ça te reste un peu, je pense, mais c'est nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire de faire ce sacrifice pour accélérer fort. J'ai des copains qui ont beaucoup d'argent, qui font zéro sacrifice, ils investissent pas en fait, même s'ils ont les moyens d'investir. Ils ont pas le mindset pour investir parce que il y a pas la notion de restriction et tu vois, il y a une contrepartie à tout. Je pense que je partage beaucoup ce côté un peu d'être quand même à minima frugal. Je suis pas dans l'excès style mouvement FIRE où tu dois vraiment être excessif
sur ce sujet. Mais par contre, je pense que toute personne qui est à fond dans la consommation, qui veut tout le temps le dernier téléphone, etc., tu peux pas, à un moment donné, investir parce que y a trop de tentations. Donc, c'est évident que si tu n'arrives pas à te freiner, tu peux jamais mettre de côté, quoi. On est à Paris, il y a des super bons restos, tu peux sortir tout le temps, il y a des super events. Tu peux aussi voyager le week-end, partir. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que je pense qu'être frugal, c'est un bon début. Et l'autre sujet sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est que moi aussi, j'ai eu ce côté un peu liberté financière, etc. On a commencé à peu près en même temps, parce que moi, c'était 2011 aussi. Et c'est rare, les gens, je pense, qui avaient ce mindset, parce qu'aujourd'hui, ça paraît limite bateau. On vend tous de la liberté financière, entre guillemets. 2011, mais 2011, c'est rare. Personne qui parlait de ça. Il y avait 2-3 bouquins. YouTube, il y avait une ou deux chaînes YouTube, mais il n'y avait rien en 2011. Encore, tu te souviens de gens qui parlaient de ça, toi? Je sais même pas si j'ai encore des exemples en tête, moi. T'avais 2011, j'avais la tête dedans, ouais. J'avais pas encore défini que c'était le parking, mais je commençais à avoir la tête dedans en 2011. T'avais quelques chaînes YouTube. T'avais un mec qui s'appelait Olivier Seban, qui faisait un peu de contenu. Mais il y avait très très peu de choses. Il y avait très très peu de choses. Il y avait vraiment 2-3 acteurs sur YouTube. Du coup, qui avaient beaucoup de vues, parce qu'il n'y avait rien, même si les vidéos étaient hyper mal montées, quoi. Et ils commençaient à faire des appels à l'action avec de la formation, de la newsletter et tout. Et ça arrivait, mais c'était les débuts. En fait, c'est depuis quoi le confinement, en fait, que c'est à la mode et que plein de gens se sont engouffrés. Mais tu sais, après nous, ça fait longtemps qu'on est là, donc finalement, il y a eu beaucoup de boulot en backup. Et finalement, c'est la face à l'extérieur de l'iceberg, enfin pas immergée, mais à l'extérieur qu'on voit, en fait. Ouais, c'est clair, parce qu'on a été finalement, on s'est positionné très très tôt sur ce marché. C'est ça le problème, Thibaut, avec les réseaux, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent que tu viens de débarquer, mais tu me parles de 2011, t'étais hyper jeune. Moi, c'est 2012-2013, donc finalement, ça fait longtemps qu'on est là. Donc c'est pas quand les gens voient 2-3 réels ou lisent ta newsletter ou voient une vidéo YouTube, ils se disent encore un nouveau. Bah non, en fait, non, ça fait 15 ans que j'y pense et ça fait 12-13 ans que je suis là, en fait. Ouais, c'est clair. C'est important, en fait, c'est cette notion de... Ça t'a fait quelque chose un peu de... Moi, j'ai ressenti... Moi, en fait, je me rendais pas compte qu'il y avait très peu de personnes de la trentaine qui avaient réussi, entre guillemets, à atteindre ce patrimoine aussi vite. Et je me rendais pas compte que finalement, c'était rare et qu'on pouvait inspirer des gens. Et j'ai eu un peu l'impression avec le Covid, tu vois, que ça m'est tombé dessus en mode putain, en fait, je me retrouve au milieu d'une mode avec une idée que j'ai eue il y a 10 ans. Je crois qu'il y avait... Franchement, il n'y avait pas un créateur de contenu qui parlait de liberté financière à cette époque-là. Olivier Seban, moi, je suivais un petit peu aussi. Mais le gars, il était plutôt ancré, je pense, dans un territoire. Il n'y avait pas ce côté je bouge, je voyage. Non, il y avait le côté formation. C'était pas corrélé au voyage. Mais pas trop, non. C'était pas corrélé au voyage, ouais. Et ça me fait marrer aujourd'hui du jour au lendemain que en fait cette vision que j'ai eue il y a, comme tu dis, il y a très longtemps maintenant, il y a 13 ans, qui d'un coup t'es à la mode et tout le monde en fait tu deviens un peu le modèle et je sais pas, j'ai trouvé ça marrant. Moi ça m'a un peu tombé dessus et je me suis rendu compte qu'en créant du contenu en ligne, les gens ça les inspirait, ils avaient envie aussi de tendre vers ça, ils se posaient des questions par quelles étapes on peut passer et j'ai trouvé ça drôle. Toi ça t'est pas arrivé d'un coup comme ça? C'est hyper intéressant ce point. C'est vrai qu'on en parle très peu sur Internet. Je pense que je suis d'accord avec toi dans le sens où d'un coup, c'est devenu un peu à la mode, quoi. Après, il y a un truc aussi, c'est que en réalité, tu as pas mal de gens qui ont investi dans l'immobilier, mais ils n'en parlaient pas. C'était dans leur coin. Et tu n'as pas beaucoup de gens aussi qui veulent se mettre en avant. Tu parles d'inspirer les gens. Toi, tu te mets en avant sur les réseaux sociaux, newsletters, etc. Moi aussi. Mais du coup, on est quand même peu à se mettre en avant et qui ont fait de l'immobilier vraiment sur le terrain depuis plus de 10 ans. T'as soit ceux qui se mettent en avant, qui viennent d'arriver, qui veulent surfer un peu sur cette hype, un peu comme il y avait avec d'autres business en ligne, le dropshipping, etc., qui se disent l'IMO, c'est peut-être un truc. Sauf que l'IMO, c'est du terrain, en fait, en réalité. Avant d'être de l'Internet, c'est quand même du terrain. Et t'as plein de gens qui veulent pas se mettre en avant. Donc, je pense que ça a été plus OK d'accepter et de montrer qu'on voulait être libre. Avant, on s'excusait un peu, les gens. Après, c'est la mentalité un peu française aussi, de se dire, tu sais, vivons heureux, vivons cachés. Il n'y a qu'en France qu'on dit ça. J'ai rien contre. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une culture ici où on affiche d'être ambitieux. C'est un peu mal vu. Il y en a plein qui en ont fait les frais. Tu prends Bernard Tapie, par exemple. Bernard Tapie, il a fait des choses pas cool. OK, il y a eu, ça n'a pas été toujours carré, c'est clair. Je le défends pas, je m'en fiche, je le connais pas, je connais pas sa famille. Mais Bernard Tapie, il était hyper en avance sur le côté mindset en France et on lui a bien reproché, tu vois. Donc il y a plein d'autres exemples. Sulitzer, Tapie et d'autres. Donc si tu veux, ça commence à être un peu plus accepté. Le côté, OK, je t'inspire. Je fais une newsletter qui est lue, je communique sur le voyage où je suis allé au bout du monde. Je
suis en Bolivie, je suis au Brésil, parce que je fais de l'immobilier, c'est OK. Mais t'aurais mis ça il y a 15-20 ans, à l'époque des blogs à l'ancienne, ils te le faisaient fermer le truc, hein, c'était compliqué. Ouais, c'est clair. Bah, le voyage aussi, je pense, c'est un peu particulier parce que je crois que j'avais lu des études comme quoi, genre 80% des contenus d'Insta, c'est du voyage. Et donc, en fait, je pense que Insta aussi a mindfucké un peu les gens. Ouais. Parce que c'est devenu le canal d'acquisition principal pour aller vendre des produits au CSP+. Et sur ce canal, il y avait 80% de contenu voyage. Et donc, je me demande toujours si c'est le réseau qui a amené ce truc ou si les gens voulaient ce truc et le réseau et le reflet. Parce que c'est quand même un réseau qui a été créé autour de la photo avec des filtres. C'est 2012-2013, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai vu arriver Insta, j'en souviens très bien. C'était des filtres. C'était des filtres, j'étais là au début, c'était des filtres, des gros filtres, tu sais, avec les grosses bordures, les trucs très saturés et tout. Et ouais, c'était ça, c'était la photo en fait, c'était autour de la photo. Et après, quelques années après, c'était un truc, il fallait avoir un feed parfait, tu sais, là, les photographes sont arrivés avec le truc, toi t'es crème, toi t'es le bleu, toi t'es machin. Et maintenant, tout le monde s'en fout, quoi. Nous, les créateurs, tu vois, il y a un réel, après il y a une publication, il y a plus beaucoup de gens en fait qu'on se feed clean en fait. Bah, alors, je pense que c'est le format vertical qui est un peu ça. Donc oui, pour répondre à ton point, est-ce que c'est ça qui a amené le côté voyage ou pas? Je pense aussi un truc, c'est que le côté voyage, vu que c'est hyper accepté, adoucit un peu le côté rapace immobilier que certains ont en se disant, tu vois, ça adoucit, ça dit, bon, bah, je fais de l'immobilier, non pas uniquement pour gagner de l'argent, être le plus riche du cimetière, mais aussi parce que j'aime le voyage. Tu vois, ça arrondit les angles un peu le voyage aussi. Mais c'est marrant que tu dis c'est l'IMO côté rapace, parce qu'en fait, les gens voient l'IMO comme un boring business. Parce que moi, je parle aussi pas mal de boring business. Ils voient ça comme ça. Et du coup, ils se disent, il y a que des gens qui aiment énormément l'argent qui peuvent se lancer dans des boring business. En fait, je pense pas. Qui aiment la liberté. Parce que l'argent, c'est pas une fin en soi. L'argent, c'est l'essence, c'est un vecteur qui t'amène vers faire ce que tu veux de ta journée, aller nager dans une piscine, jouer au tennis, faire ce que tu veux. Mais oui, c'est vu comme un... Moi, si tu veux, quand je dis que je fais de l'immobilier des parkings, quand je raconte ça à des gens ou de la famille, t'as des gens qui se disent, le mec, c'est juste un capitaliste, il veut juste faire de l'argent, ils savent rien de moi, ça n'a rien à voir. Ouais, parce qu'à la base, t'es quand même parti d'un problème avec des gens qui avaient un besoin. Et donc, l'entrepreneur, il met juste en relation la solution, le problème, et terminé. Mais attends, je voulais revenir sur un truc, parce que tu m'as dit les feeds beaux, etc. Moi, ce qui me fait marrer sur ton Insta, c'est que tu fais grave des vidéos à l'arrache. Ouais. Et t'es carrément... t'es grave en avance là-dessus, parce que... ça, c'est un trend assez récent où en fait, tu as beaucoup de créateurs de contenu avec l'augmentation de la qualité des vidéos, l'augmentation de la qualité du contenu. Vu qu'il y a de plus en plus de concurrence, tu as beaucoup de créateurs qui font des burn-out. Nous, on sait le travail que ça demande de créer du contenu. C'est vrai très que stressant. C'est lourd à porter. Et toi, j'ai vu que tu te prends pas la tête. Et ça fonctionne bien. Et j'ai l'impression que tu as été pas mal en avance sur ce trend de faire des vidéos un peu. Maintenant, il y a les gens appellent ça les vidéos moches. C'est devenu maintenant une espèce de nouvelle trend. Et qu'est-ce qui t'a... Toi, pourquoi t'es parti là-dessus? J'ai jamais parlé de ça dans un podcast, mais j'ai la réponse. En fait, je fais de la vidéo depuis hyper longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la vidéo, j'ai 37 ans, j'ai commencé à faire de la vidéo YouTube au début de YouTube. Quand YouTube est arrivé, à l'époque j'habitais à Angers, tu vois. YouTube est arrivé en France 2005-2006. Dailymotion était plus fort à l'époque. Dailymotion, le français Dailymotion qui est relancé. D'ailleurs, je suis un des créateurs certifiés Dailymotion sur la partie Tocante. Donc, je bosse avec Dailymotion sur la partie pour relancer un peu Dailymotion. Bonne chance. Ouais, c'est compliqué, mais on essaie. Pourquoi pas. Quelques créateurs à faire ça. Et du coup, j'ai vu arriver YouTube, qui était derrière Dailymotion, qui après a explosé Dailymotion, bien sûr. Et j'ai toujours aimé faire des vidéos, des vlogs. En fait, je faisais des vlogs avant l'heure. Ça n'existait même pas les vlogs. Je ne savais pas monter. J'avais acheté un Mac, mais il n'y avait pas Final Cut. Il y avait rien, j'étais une quiche en technique. Et j'avais acheté un petit appareil photo. Alors c'était le début des appareils photo comme on voit, mais c'était juste après les caméras pourries des années 2000, tu sais, là, les gros trucs, tu sais, les caméras. Donc ça, j'ai pas connu parce que j'ai pas non plus 50 ans, mais c'était juste le début de la miniaturisation. C'était un petit Canon. Et j'allais dans la rue à Angers avec des copains. On sortait, on se filmait comme ça et j'ai balancé le rush sur YouTube. Donc c'était dégueulasse. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de montage, etc. Donc j'ai toujours eu cette culture du vlog et j'ai toujours fait des vlogs. Après, j'ai un
peu laissé tomber parce que j'étais salarié, j'avais plus le temps. Puis tu sais, c'est un peu mal vu de faire plein de trucs, etc. Puis j'avais moins confiance en moi. Donc c'est vrai que le regard des autres, à l'époque, me gênait un peu plus. Donc j'ai gardé en mémoire ce côté vidéo un peu à l'arrache et je le cultive. Je le cultive sur tous mes trucs, en fait. Sur ma chaîne YouTube de montre aussi, je fais des vidéos un peu à l'arrache, etc. Et j'ai un monteur vidéo qui me fait mes montages et qui a bien compris aussi ce truc. Donc la dernière fois, il m'a dit, écoute, je viens à Paris. Je le salue d'ailleurs s'il va regarder cette vidéo parce que je le reverrai. Et puis il m'a suivi à l'arrière de mon scooter et on a filmé des vidéos. Il m'a dit, bon allez, énerve-toi un peu, dis ça, fais ci. Oui, j'ai vu. Tu sais, il m'a piqué un peu. Et du coup, j'ai avec mon casque blanc, j'ai même pas enlevé mon casque. Et puis je dis ce que je pense, etc. Et je cultive ce côté. Moi, j'aime bien, si tu veux, Thibaut, les trucs ont des aspérités qui sont vraies, qui sont un peu improvisées. Et j'aime l'impro. L'impro, en réalité, c'est beaucoup de taf. Mais quand tu as cette rigueur, tu sais délivrer un message, ta confiance, etc. L'impro, c'est beau. Et j'adore ça. J'aime pas les trucs trop léchés, trop parfaits. Ça me correspond pas. J'ai une personnalité trop rebelle, en fait, pour ça. Ok. Ah, c'est intéressant. Moi, je me tourne de plus en plus vers ce type de contenu aussi Parce sérieux. que c'est ce qu'ils veulent. Les gens, ils veulent ça. Les monteurs. Ils veulent ça, les gens. Ça, c'est compliqué. Ils veulent du vrai aujourd'hui. Si tu vois, on en a marre. En plus, ça marche mieux. Ça marche mieux parce que ça, c'est plus vrai. Tu sais, on n'a pas de script. Hein. Quand mon monteur, il vient toute la journée. On ne sait pas ce qu'on va dire 2 secondes avant. On a parfois une prise de notes, mais boum, action, etc. Et on fait une seule prise. Ok. Je t'ai vu, t'allais des fois t'allais à la Fnac voir s'il y avait ton livre et je te voyais chercher ton livre. Là. Mais, on sent que c'est de le... Mais c'est parce que c'est marrant. Parce que ça me touche en fait. C'est vrai parce que ça me touche, c'est pas du théâtre. C'est-à-dire que mon livre à la Fnac, ils l'ont mis en rayon droit. Je leur ai dit les gars, c'est pas du droit, c'est un bouquin sur les parkings qui motive, où il y a du storytelling et tout. Mettez pas ça en droit. Je suis l'anti-droit. Le droit, c'est le truc rigoureux, académique, etc. Et moi, je suis le mec le plus rebelle du rayon. Donc ne me mets pas en droit. Dev perso si tu veux, mais me mets pas en droit. Sauf qu'ils m'ont dit, ouais, mon ami, investir dans les parkings, ça sonne pas dev perso. Ok, j'ai dit à mon éditeur, le prochain, ça sera pas comme ça. Donc, mais parce qu'en fait, ça me touche, ça m'énerve. Donc quand tu montres un contenu sur Instagram, je t'invite à le faire, qui te touche, forcément, les gens, soit ils vont détester ou ils vont aimer, mais ils vont être sensibles. Ouais. Ah, c'est intéressant comme strat. Et toi, on va parler un petit peu de ton livre parce que je sais que c'est un sujet qu'on a en commun. Moi, je suis en train d'écrire un livre là pour aider le maximum de personnes à atteindre les 1 million de patrimoine. Ça, c'est vraiment la ligne édito que je veux défendre. Et je sais que toi, tu es passé par cette étape d'écriture. À quel moment tu t'es dit je vais écrire un livre ? J'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est de l'ego ? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance ? J'ai toujours eu envie de retransmettre, d'écrire un livre. Je trouve que quand tu écris un bouquin, il y a un côté, ça pose un homme, quoi. Tu vois, le bouquin, tu laisses une trace. J'ai pas encore d'enfant, mais tu vois, si tu avais un père ou une mère qui avait écrit un bouquin, et même quand il va disparaître, bah, tu vas à la Fnac ou sur Amazon ou quoi, tu lis le bouquin, tu es fier de ton père ou de ta mère, tu vois, ou ton grand-père, ou tu vois, il y a un côté, tu laisses une trace, comme quand tu joues dans un film. Et j'ai eu envie d'écrire le bouquin parce que tout le monde, quand j'ai commencé à passer sur des podcasts en 2018-19, tout le monde me posait des questions. Je suis passé sur des gros podcasts, tu vois, comme La Martingale de Mathieu Stéphanie, etc. Et les gens, j'étais encore salarié à l'époque, et les gens m'envoyaient des messages, me disaient Alexandre, est-ce qu'on peut s'appeler 20 minutes J'ai une question et tout. Moi, de nature, je suis hyper gentil et généreux. Je suis plus du genre à me faire avoir qu'à niquer les gens. Bon, ça, c'était avant quand même. Et du coup, moi, j'avais le nom difficile, quoi. J'avais un peu de mal à dire non à l'époque. Ok, tu veux qu'on se parle 20 minutes ? Vas-y. J'étais éclaté, Thibaut, de ma journée de commercial. Je bossais à Issy-les-Moulineaux à l'époque et j'habitais dans les Yvelines, entre Versailles et Chaville. Et sur le chemin du retour, dans ma petite voiture de fonction, je mettais le Bluetooth. J'étais explosé. J'avais eu une semaine, j'avais pas fait le chiffre. Enfin, c'est compliqué. Et j'appelais les mecs ou les nanas. Ah, salut Nicolas, tu vas bien ? Ok, du coup, mais hyper gentil. Je tutoyais les gens, hyper gentil et tout. Je discutais 20 minutes, pas un merci, pas un retour. Les gens, ils se désabonnaient de ma newsletter une fois qu'ils avaient eu l'info. Ingratitude totale. Horrible. Et en fait, j'ai compris que plus j'étais gentil, plus je dévaluais mon expertise, plus les gens respectaient pas ça. Ce qui est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et quand tu tutoies alors que non, on prend un peu de distance, t'es quand même expert dans le truc depuis 10 ans, etc. Les gens se disent, en fait, c'est de la merde. En fait, ok, c'est lambda. Je vais pas payer pour ça. Et à un moment, je me suis dit, on arrête tout et on va écrire un bouquin. Et au moins, quand quelqu'un veut des conseils, je lui envoie le lien du bouquin, quoi. Ok. Et du coup, c'est intéressant. Et du coup, il n'y avait pas de marketing prévu. Je l'ai pas fait. Okay. Alors, tu vois, peut-être ça anticipe ta question, mais j'ai pas fait le bouquin dans une optique de funnel, tu vois, de tunnel de vente. Okay. Je l'ai pas fait dans cette optique-là. J'aurais pu, mais ça n'a pas été ma strat. C'est la strat d'Hormozy, par exemple, j'imagine, d'offrir le bouquin ou juste les frais d'édition, etc. Et ensuite d'avoir beaucoup de volume, etc. C'est une très bonne stratégie. Moi, je l'ai vraiment fait plus dans le côté un peu noble du bouquin, en disant je veux laisser une trace, je veux motiver les gens.
Et parce que j'ai une posture, entre guillemets, où je vends rien, du moins en apparence, les gens vont adhérer. Tu vois, l'espèce de non-vente. Je voulais être dans la non-vente. Donc, je vous vends rien, je vous vends pas de programme. Juste, je suis généreux, je vous donne mon expérience. Et du coup, c'est sexy, cette non-vente. Et du coup, ça donne envie aux gens d'adhérer. C'était ma croyance. Est-ce que ça a marché ou pas, je sais pas. Mais... Et combien de temps t'as mis à écrire ce bouquin? Comment t'es passé par quel process un peu? Moi qui suis un peu dedans en ce moment, je me pose pas mal de questions. Ça a duré 8 mois. Donc, gros boulot. L'éditeur m'a dit est-ce qu'on te met une aide, en fait, un co-auteur qui va t'aider à rédiger? J'ai dit non. Tu vois, j'avais un peu l'arrogance de dire non. Je venais d'un bac littéraire aussi, donc j'avais cette prétention de savoir un peu faire des phrases et tout. Et du coup, je l'ai fait tout seul. Et comment j'ai trouvé l'éditeur et ça, enfin, comment ça s'est fait? Écoute, c'est très simple. À l'époque, j'habitais à Viroflay, c'est un appart que j'ai revendu. Je m'ennuyais comme un rat mort là-bas, c'est terrible. Et du coup, je faisais des footings. J'aime pas trop courir, mais j'avais téléchargé l'appli Strava, j'avais acheté des ASICS pour courir. Et je courais, puis je me faisais chier quand je courais. Donc j'écoutais des trucs de motivation et tout. Et j'écoutais plein de podcasts. Enfin, je consommais vraiment podcasts, motive et tout. Et dans un podcast, il y a un mec qui fait du name dropping et il balance le prénom et le nom de son éditeur qui était chez Erol. Je mets en pause l'application, on arrête le running, tout s'arrête. Je me pose, je prends mon téléphone, note et je note prénom, nom. Je mets 24 heures à faire une intro d'enfer sur LinkedIn à l'éditeur. Je lui fais une intro en mode bouteille à la mer. Il me répond, c'est super intéressant. On s'appelle. Comme quand je gagne un point au tennis, je fais yes. On s'appelle, top. Je l'appelle et je lui pitch un peu mon idée. Je lui explique qui je suis de manière très humble, très naturelle. Et il me dit OK. Je discute avec 2-3 autres éditeurs qui étaient intéressés aussi. Mais je n'avais pas écrit une ligne. Il m'a signé la voie royale, c'est-à-dire sur l'idée. Après, le fait que j'avais déjà une petite communauté qui me suivait m'a aidé aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a un truc aussi, il faut qu'on en parle, c'est que les éditeurs, c'est un business pour un éditeur de faire un livre, ils veulent signer des gens qui ont une petite communauté. Donc, toi qui as une newsletter, c'est beaucoup plus simple. Si toi, vous avez une newsletter, chaîne YouTube, compte Insta ou quoi, enfin, ce qu'il faut, c'est pas une grosse communauté bidon, mais des hardcore fans, vraiment un noyau dur. Si vous avez ce noyau dur, ça va rassurer en fait l'éditeur, qui est un commerçant, pour vendre des livres. Et du coup, il m'a dit OK, on a signé le contrat, et j'avais pas de live, quoi. C'est-à-dire que je taffais commercial, je rentrais, j'écrivais. Ah oui, t'étais OK. Ah, j'étais salarié. OK. Donc j'avais pas de vie sociale. Enfin, il y avait zéro resto, zéro boîte. Enfin, moi, je sortais pas du tout dans les soirées, etc. Les seuls moments où je sors, c'est pendant le festival de Cannes en mai, quand je vais à Cannes, où là, je m'amuse, tu vois. Mais sinon, l'année, j'avais une vie de moine, quoi. Mais moi, c'était OK. Hein. Ouais, OK. Totalement. Enfin, t'avais envie de laisser cette trace et tu avais la de toute façon. En fait, je pose ça là. T'es motivé. T'as un contrat avec une maison d'édition prestigieuse. T'as pas envie d'aller boire des mojitos 3 fois par semaine. Tu te dis, attends, dans 8 mois, la roadmap, c'est que je suis dans toutes les Fnac de France en tête de gondole. C'est plus motivant que d'aller boire des mojitos avec tes potes. Enfin, moi, je trouvais. Les mojitos, on les prend après, une fois que c'est sorti. C'est ce qu'on a fait. Non, mais clairement. Ok, c'est cool. Et c'est quoi un peu les résultats de ce livre? Écoute, il s'est bien vendu. Un livre, il est considéré comme best-seller au bout de 10 000 à peu près. Ventes. On est en dessous des 10 000 pour l'instant. On les atteindra, je pense, dans pas trop longtemps, mais on est en dessous des 10 000. Mais on en a vendu plusieurs milliers. L'éditeur est très content. Il y a une grosse couverture presse. Après, j'ai joué le jeu à fond. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai pris un éditeur à mes frais. C'est-à-dire que j'ai dit à l'éditeur, bon, vous faites quoi pour la com? Parce que moi, tu vois, j'ai taffé 8 mois, j'étais claqué, j'avais le dos explosé parce que j'ai écrit sur un canapé confortable. Enfin, j'étais éclaté, moi, tu vois. J'avais les yeux comme ça et tout. Je dis, bon, c'est quoi la next step? Vous allez faire quoi, en fait, pour me mettre en avant? Parce que moi, je touche pas beaucoup d'argent avec vous. Sinon, je vais sur Amazon et je prends 7 € par bouquin, tu vois. Donc, c'est quoi la compensation? Ah oui, honnêtement, Alexandre, il y a beaucoup d'auteurs, j'aurais pas le temps de relancer les journalistes. Hop. Bouge pas. Je suis allé sur Malte, LinkedIn, attaché de presse édition, attaché de presse livre. J'ai recruté quelqu'un, j'ai fait passer des auditions et tout, et j'ai pris une attachée de presse que j'ai payée, qui m'a coûté, je sais pas, 2500 € la mission à peu près. Et du coup, j'ai connecté l'attaché de presse à la maison d'édition qui m'a donné 0 €, c'est moi qui ai tout payé. C'était OK. Mais du coup, ils sont contents, l'éditeur. L'éditeur est content parce qu'il a un auteur il a un auteur qui lui paye sa com, il sous-traite les relations presse avec un auteur qui paye. Enfin, c'est quand même assez atypique. En fait, les gens qui font ça, c'est les très gros. Tu vois, c'est les Lévy, les Bernard Werber, les gens comme ça. Eux, ils ont leur attaché de presse. Mais sur les primo-auteurs, ceux qui, comme moi, sortent un premier bouquin, personne ne le fait. Ouais, OK, intéressant. Je me suis posé cette question, édition, pas édition. J'ai vu Erol me stalker sur LinkedIn aussi, mais je sais pas, parce que moi, du coup, je le fais à l'inverse, plutôt pour une question de tunnel de vente. Auto-édité, pour toi? Bah, plutôt auto-édité, parce que tu pourras le vendre. Parce qu'en fait, tu pourras faire ce qu'on appelle un book funnel. Ouais. Le book funnel, c'est très puissant. Nous, on a voulu le mettre en place. Ouais. On n'a pas eu le droit parce que j'ai pas le droit de vendre de livres
Donc à un moment, je me suis dit, je vais faire un book problème. funnel. Tu vois, je vais mettre une landing page, book funnel, c'est royal. Et après, je vends mon consulting. Mais en fait, on peut pas le faire parce que la diffusion et l'exclusivité d'Erol, en fait, de Géodiff, je crois, c'est une filiale d'Erol. En fait, Erol, ils ont une filiale qui est leur diffuseur. Ils ont tout internalisé. Donc, ils ont l'exclu, en fait. Et ad vitam aeternam ou à un moment tu peux débloquer ça? Pour moi, je connais pas le contrat par cœur, mais pour moi, c'est ad vitam aeternam. Ouais. Tu as confié là, en fait, la diffusion de ton bouquin sur la partie papier et France. Là, par exemple, le bouquin marche bien. Donc, il y a une autre maison d'édition qui a acheté les droits pour tout ce qui est audio. Audible, Amazon, etc. Okay. Donc, ça a été vendu. Erol a vendu les droits sur la partie audio à un autre éditeur. Okay. Et du coup, il y a un autre éditeur qui exploite les droits de mon bouquin pour la partie audio. Ouais, après, je crois qu'ils peuvent même en faire des films s'ils le veulent. Enfin, ils ont tous les droits, en fait. Je suis OK, les gars. Si vous voulez faire un film d'un bouquin sur les parkings, je veux même bien jouer dedans s'il faut, avec plaisir, quand vous voulez. Ouais, c'est intéressant. Pour ceux qui connaissent pas trop le book funnel, je sais pas si c'est pas Russell Brunson qui l'a un peu inventé, mais en gros, ça consiste à faire pas mal de pubs, à dire aux gens, livre gratuit. Ils arrivent sur une landing page, on leur dit livre gratuit. Sur la page de paiement, on leur dit bon, en fait, pour t'expédier le livre ou la petite box de bienvenue, je te facture 7 balles, 8 balles. Et en fait, dans les 8 balles, il y a 3,50 € d'expé, 3,50 € de prod. Et en fait, tes coûts publicitaires, ils amortissent tes coûts d'envoi plus de fabrication du livre. Et ça se fait avec... Il y a des sites en fait, de dropshipping de bouquins comme Fantastic Book où tu peux plugger ton Stripe dessus et tu peux délivrer comme ça ton bouquin à l'échelle. Et toute la stratégie, c'est de dire que si la personne, elle a eu ton bouquin sur sa table de nuit pendant 3 mois, tu vas hyper connecter avec la personne. Et donc, derrière, en fait, tu vas pouvoir lui vendre potentiellement des formations, des coachings, etc. Et c'est plus smooth dans le sens où quand quelqu'un te contacte et aime ce que tu fais, moi, je suis pas trop à l'aise de lui dire vas-y, achète tout de suite une formation à 700 balles ou 800 balles ou paye un accompagnement à plusieurs milliers. C'est vrai que c'est plus simple de dire achète quelque chose à 10 balles, 20 balles, 30 balles sur lequel tu as quand même 400 pages que j'ai mis 1 an à écrire. Donc, tu vois, le mec se dit, bon, full valeur. Et ensuite, si vraiment il connecte avec ton mindset et qu'il se sent de le faire, là, aller lui vendre des upsells et des tickets beaucoup plus gros. Et moi, je trouve que ce tunnel, il est dingue. Et je crois d'ailleurs que tu me disais que toi, du coup, tu peux pas faire un book funnel. Mais par contre, ça marche aussi bien parce que du coup, tu dois aller chercher. Tu peux pas aller scaler avec le digital, mais par contre, tu dois aller chercher d'autres audiences qui sont des personnes qui achètent des livres en magasin, qui sont pas forcément sensibles à la pub. Et sur ces gens-là, du coup, je crois que tu fais des upsells. Oui. En fait, c'est un sujet hyper intéressant là, qu'on évoque. Moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que le bouquin, je te dis, je ne l'ai pas fait dans une optique de funnel. Après, je me suis dit, je ne suis pas naïf. Je me suis dit, bien sûr, ça peut servir à un business. Derrière, j'ai monté une société après la sortie du livre pour vendre du conseil justement sur l'immobilier et dans les parkings principalement particuliers. Donc, c'est une société que j'ai créée. Et du coup, je me suis dit, je vais avoir moins de leads, mais ça va convertir fort. Et ça a converti hyper fort puisque y a des accompagnements, j'en ai vendu combien j'en vends pas beaucoup parce que je communique pas énormément dessus. À la grande tristesse de copains infopreneurs très très chauds en France qui me disent mais en fait t'es un fou, tu sous-exploites tes capacités. J'ai des copains qui sont très très chauds que tout le monde connaît qui me disent mais t'as de l'or entre les mains, mec. T'as un bouquin chez Erol, t'as 37 ans, t'as la chaîne YouTube, enfin tu vois, t'es un entrepreneur qui est legit. Tu pourrais faire 500 000 par an au lieu de faire 50 000 par an par exemple dans la formation. Mais j'aime pas cette posture d'infopreneur. C'est pas moi en fait. C'est pas que j'ai un syndrome d'imposteur, c'est pas ce que je veux renvoyer. Okay. Ça, c'est mon c'est problème. Par rapport à l'image que ça renvoie ou le métier en tant que tel de transmettre des connaissances ou... Je préfère l'image du mec qui s'en fout, qui veut juste inspirer. Et ce que je vais toucher en formation, ce sera un peu les miettes, les dommages collatéraux, entre guillemets. C'est-à-dire que je préfère être le mec qui veut inspirer, qui veut motiver, mais sincèrement. Et s'il y a des ventes, c'est cool. Okay. Tu vois, cette posture un peu de vieux sage, maître Yoda, un peu rebelle, un peu qui s'en fout, tu vois. Un peu nonchalant. Et s'il y a des ventes, c'est cool. Mais le côté marketing agressif, j'ai essayé, hein. J'ai eu des équipes, hein. J'ai bossé avec des freelances qui me faisaient du webinaire. En 2023, j'ai failli faire un burn-out à cause de ça, hein. J'ai fait des webinaires, etc. On était là sur le dimanche à 18h. Voilà, c'est avec le prix barré et tout, très Russell Brunson. Tu sais, on utilisait Webinar Jam. Tout ça, c'était cher. Ça me coûtait très cher parce que ces abonnements sont chers. Je burnais beaucoup de cash.
beaucoup de cash. Et c'était pas moi. Et il y a des gens, ils me disaient, après le Webi, ils me disaient, Alexandre, je suis allé au Webi, franchement, ta presta, elle était bien et tout, mais t'es comme tous les autres. Et c'est pas l'Alexandre que j'ai lu dans le bouquin, en fait. C'est pas le mec qui parle de lui, qui est humain. C'est un mec qui veut faire de l'argent. C'est le marketing à l'américaine et c'est tout. Et ça me dérange parce que je préfère une image un peu plus clean, un peu plus classe. Après, c'est mon problème. C'est peut-être générationnel. Tu vois, j'ai 37 ans. Peut-être que si j'avais 20 ans, je serais plus bourrin, tu vois. Tu vois, c'est générationnel aussi. Je pense qu'il y a une histoire de génération. Ouais, c'est vrai que je vois les plus jeunes partir à fond sur les tunnels webinaires. Je connais des mecs, tu vois, j'ai dans un mastermind à Bordeaux récemment. Il y a des mecs très très chauds sur le webinaire en France, mais ils sont la vingtaine, quoi. Les mecs sont Moi, ça me parle pas. Ce qui va plus me parler, ça va être un entrepreneur, tu vois, qui a 35 ans, 40 ans, qui passe sur un podcast, qui raconte sa vie en mode storytelling. Bah voilà, j'ai galéré là, c'était compliqué, là j'ai réussi, là j'étais dans la merde. Tu vois, ce discours un peu entrepreneur qui fait une introspection, ça me parle plus que le mec qui me dit on va péter la baraque à 2 millions. Après, je pense que c'est aussi que tu as une grosse vision. Moi, je suis là-dedans aussi, long-term game. Ouais. En fait, le webinaire, ça marche encore. Ça a super bien marché les années précédentes. Mais je sais plus, j'avais entendu des choses comme quoi une personne dans sa vie va aller assister à 2-3 webinaires et après n'ira plus. Et donc, en fait, c'est un marché, je pense, qui va assez vite saturer. Tu penses, toi? Comment tu vois les choses là sur les. Je pense que les tunnels webinaires et VSL, ça va saouler tout le monde. Enfin, moi, je vois que ça dans mon flux aujourd'hui sur les réseaux parce que comme la pub est aux enchères, c'est cher maintenant. En fait, les infopreneurs, ils peuvent enchérir. Ouais. Donc, en fait, tu les vois partout. Ça, c'est vraiment le ressentiment des gens. Moi, j'étais dans le mec money parce que même si j'étais dans le parking, au début, les mecs avec qui je bossais me disaient mais attends, t'es dans le parking, il y a personne. Cool, on va exploser. Le coût par lead va être. Mais en fait, non, parce qu'on est dans le mec money. Je suis en concurrence, Thibaut, avec le mec dans l'IMO marchand de biens. En fait, je suis en concurrence dans le mec money. Donc, même si moi, je suis tout seul sur le parking, en réalité, j'ai plein de concurrents. C'est pour ça qu'on payait trop cher le lead et qu'après, j'ai essayé avec 2-3 teams. Après, on a dit. Ça marche pas, quoi. Moi, j'étais stress, je gagnais 0. On était juste à l'équilibre. Mais en fait, quand tu es à l'équipe, tu pas à l'équilibre parce que tu as du stress et du temps. Le Make Money, pour ceux qui découvrent, c'est en gros, c'est la plus grosse industrie digitale. Enfin, c'est la plus grosse niche sur le digital. Je sais pas pourquoi, mais historiquement, en fait, c'est partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en France. C'est la requête Google AdWords en achat de mots-clés qui est la plus chère. Je crois qu'aux États-Unis, tu peux payer 300 ou 400 balles pour un clic. Enfin, c'est hallucinant. J'ai plus les chiffres, mais c'est hallucinant le coût par clic. Et en fait, le Make Money, c'est incompris, je trouve, par les Français parce que, en fait, historiquement, sur la culture Internet, les gens, ils vont sur Internet pour trouver des moyens de faire de l'argent. Et en fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi il y a autant de pubs de gens qui te proposent de faire de l'argent. Mais en fait, Internet, dans la culture, ça a été un nouveau moyen d'accéder gratuitement au savoir et de pouvoir faire de l'argent facilement, rapidement, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, etc. Et donc, cette niche, évidemment, avec tout l'argent qu'il y a attiré tous les meilleurs, en gros, et elle est très combattue. Ah ouais. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident c'est quoi le dénouement? Parce que moi, à un moment, je me suis dit, tu me diras ton avis, à un moment, je me suis dit, enfin, ce que je dis aux équipes de Free avec qui je bossais, avec qui je m'entends bien, hein, tu vois. J'aurais dit, les gars, moi, l'Ads, on n'a pas fait de Google Ads, on a fait que du Meta. On n'est pas allé sur Google. Peut-être que ça aurait été mieux. Apparemment, c'était un peu plus cher, peut-être plus quali. On n'a pas fait de Google, on n'a pas fait de YouTube, donc de Google. On a fait que du Meta. Et j'aurais dit, les gars, moi, ça me parle pas la narrative, le ton, etc. Je vais refaire de la création de contenu. Et j'ai beaucoup plus vendu avec de l'organique. L'argent que je mettais en pub, je l'ai donné à un monteur vidéo, tu vois, qui me montre mes vidéos sur Insta, qui me coûte beaucoup moins cher que ce que je cramais en ads. Et du coup, je convertis mieux. J'ai beaucoup moins de leads, mais je te jure, il n'y a pas de closing. J'ai pas besoin de prendre de 7 heures de closer. La vente, elle est quasi faite. C'est moi-même qui close en 2 secondes. Je close, j'envoie un lien de ma page de vente, etc. Mais j'ai pas besoin de. Moi, ça me saoule. Pourtant, je suis un ancien commercial, mais ça me saoule d'aller convaincre, d'aller machiner R1, R2, machin, R3, Calendly. Moi, je suis d'accord. Je suis pas bon pour vendre ça, alors que j'adore vendre. J'étais meilleur commercial, tu vois, que vendre mes propres trucs. Et puis je me méfie toujours parce que je suis auteur, je suis édité, et je veux pas non plus, tu vois, qu'il y ait des gens qui. Ça me dérangeait qu'il y ait des closers ou que ce soit un peu trop pushy, et qu'après les gens ils se plaindre auprès de l'éditeur en disant ouais Alexandre, j'ai lu un livre mais c'est un peu bourrin quoi. Ouais. Tu vois, j'avais cette image un peu clean.
de l'édition qui me freinait un peu pour y aller en mode vraiment Hormozy fort, quoi. Ouais. Bah, quoi qu'Hormozy, il fait pas vraiment de tunnel agressif. Non, mais après, c'est les US, c'est notre culture, c'est les oui. US. Ils sont trop forts là-bas. Franchement, j'étais à Dubaï l'été dernier. Je suis allé dans une librairie, j'ai vu tous les bouquins, je me suis abonné à toutes les newsletters des gens. Ils sont beaucoup plus forts. Ils t'envoient des newsletters tous les jours, 2 fois par jour. Ils sont hyper agressifs, mais c'est tellement bien fait que t'es aveuglé, quoi. Et ils sont forts. Nous, on est loin, quoi. Nous, on est tout le temps un peu en train de... En fait, on veut faire un truc, mais on s'excuse. C'est comme ce que tu disais avant. Tu disais, les gens, la requête, c'est make money. Sauf qu'après, ils critiquent ceux qui font du make money. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent sur Internet chercher des conseils comment gagner de l'argent, mais ils se foutent de la gueule des gens qui vendent des formations. En gros, c'est putain, j'ai pas de thunes, je gagne 1500, je veux aller trouver des conseils. Oh, mais lui, c'est encore un voleur de Dubaï et tout. Bah ouais, mon gars, mais t'es venu chercher quoi? Tu vois, il y a une espèce de dissonance en fait entre ce que les gens viennent rechercher et quand on leur offre quelque chose comme ça, et ben du coup ils critiquent. Ils sont tout le temps dans la critique en fait. Ouais, c'est très drôle. Français, ça. C'est drôle. Mais c'est aussi ce qui fait le succès des formations finalement, parce qu'il y a tellement de gens qui critiquent que ça fait monter les riches finalement, donc c'est marrant parce que ça sert plutôt le business que ça le dessert au final. Sûr, ça crée algo, il s'emballe. Mais sur ces trucs de tunnel, ouais, je pense que... Mais moi, j'ai hésité, tu vois, je me posais beaucoup la question. Est-ce que je mets mon énergie dans un livre où là, tu te dis, tu vois, clairement, mon accompagnement que je vends, je vais pas pouvoir le scaler fort et vite parce que en fait, le livre, c'est pas le médium avec lequel tu scales fort et vite. Et donc, je me disais, est-ce que je mets toute mon énergie, en plus, moi, je suis média buyer, est-ce que je mets toute mon énergie sur les tunnels VSL, les Webby, etc. ou est-ce que je mets un livre? Et en fait, je suis un peu comme toi. Moi, déjà, le dimanche soir à 18h, franchement, j'ai pas trop forcément envie de l'enfer. Ça durait 2h30, c'était l'enfer. C'est hyper épuisant, à mon avis. Je te le dis, j'en ai fait 20. C'est très dur. Les gens ne se rendent pas compte. Puis les médias bailleurs, ils disent ouais, t'inquiète, c'est bon, allez, ça va être cool. Alors, c'est hyper dur quand t'as une nana qui est à côté et tout, elle pète un câble. C'est vraiment dur. Mais franchement, pour être honnête, moi, ça n'a pas marché avec moi parce que pas la narrative, pas le positionnement et tout. Mais ça reste un fantasme. Moi, je rêverais d'avoir un business que je peux scaler, qui soit automatisé parce qu'il y a des frais comptables à payer, parce que ça coûte hyper cher d'avoir une entreprise qu'on disait en off. Donc, en réalité, moi, j'ai pas hacker le système, malgré la preuve sociale de fou, malgré etc. Mais la promesse, elle est dingue, quoi. Après, t'as pas hacké, mais je pense qu'au fond de toi, tu veux pas le hacker comme ça, parce que je crois que tu partages un peu la même vision que moi sur le fait de plutôt aller en strat où on va prendre un petit peu de part dans des entreprises de notre secteur et plutôt aller vendre du high ticket, aller conseiller sur la partie création de contenu ou apporter des leads à des startups qui se lancent en étant dans l'advisory. Et finalement, ça créera sûrement beaucoup plus de valeur sur un temps très long, mais qui, pour le coup, est plus un temps à horizon 10 ans, 20 ans, sur lequel beaucoup de gens ont du mal à se projeter. Et je pense que finalement, c'est une force, cette capacité qu'on a à se dire, en fait, à court terme, je vois des infopreneurs qui font des 200, 300, 400 000 euros par mois. Je sais que je peux y aller, mais c'est pas ma voie, c'est pas moi. Et j'ai peut-être et sûrement une façon d'aller encore plus loin, encore plus haut, en voyant encore plus loin que ce que peuvent voir les infopreneurs. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui se grillent un peu. Et je sais pas si sur le très long terme, tu peux tenir sur ce rythme de faire des webinaires toutes les semaines. C'est intéressant. Je sais pas. C'est très intéressant ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi. Je l'avais pas formalisé comme ça. Mais je pense que faire du Webi chaque semaine, donc pas en VSL, mais en live, c'est une vision très court-termiste du business, qui est OK, que je respecte, que je critique pas, mais c'est une version très millennials, très, très court-termiste. Moi, ma vision, c'était celle d'après, c'est de dire, en fait, je me vois comme un entrepreneur multicasquette, vraiment un homme d'affaires en mettant des parts, en aidant, etc. Moi, c'était ma vision qu'un mec de 20 ans n'aura pas parce qu'il est entre Bali, Dubaï, chez ses parents, divorcé, machin, à droite à gauche, et qui veut survivre, en fait. Les mecs, il y a beaucoup de précarité là-dedans aussi, faut le dire. Ces mecs-là, souvent, c'est galère. Et du coup, ils veulent tout de suite faire de l'argent avec leurs clients en tant que prestat. Et les formateurs, ils veulent tout de suite faire de l'argent aussi. Moi, je leur jette pas la pierre, c'est juste que moi, je me dis, je veux avoir une vision long terme et je veux avoir une image clean aussi. Et quand tu veux travailler ton personal branding, ce qui est hyper puissant, c'est important d'avoir une image clean. Après, t'as des mecs qui n'avaient pas des images clean et qui ont réussi à switcher ou qui avaient des images moins clean. Je te prends un exemple. Tu prends un mec comme David Laroche. Aujourd'hui, il a une chaîne YouTube, un podcast, etc. Il a des grosses personnalités. Le mec, il y a 10 ans, il vendait des formations. C'était moins legit. Il n'allait pas interviewer Richard Branson, etc. Tu vois, il a réussi à passer dans ce... Mais c'est un des seuls. Ça doit pas être dur de se
renouveler. Puis après, il y a aussi un gros truc, c'est quand ces business-là marchent beaucoup via les ads. Ouais. Depuis le Covid, avec l'accélération et la digitalisation forcée de toutes les entreprises, tu as les CPM, donc les coûts par 1000 impressions que tu achètes qui ont explosé. Et au bout d'un moment, quand tu vois la tête de quelqu'un essayer de te vendre son truc pendant 10 ans, je pense que la performance de tes pubs, c'est compliqué. Et on sait, quand on fait beaucoup de pubs et qu'on dépense des gros budgets, que ça s'épuise très vite. Donc, je pense aussi que sur le long terme, ce truc un peu des ads, c'est pas évident à maintenir. Il faut vachement se renouveler dans les discours, dans les accroches, dans les montages, dans les tunnels. C'est passionnant. Je pense que c'est un gros job. Mais comme tu dis, je pense vraiment que c'est une question d'âge. Moi, quand j'avais 20 ans, je voulais faire du fric à tout prix. J'étais agressif comme pas possible. Et en fait, c'est juste que maintenant, on apprend, je pense, à prendre le temps et on est moins sur ce truc de j'ai une notoriété, il faut tout de suite que je rentre du cash. Ouais, alors, je veux niquer les moi, autres. Je rentre pas beaucoup de cash pour l'instant du tout par rapport à mon personal branding. Je suis comme toi, je crée un asset que je veux puissant, quali, mais je me pose pas la question tous les matins comment je le monétise. Mais on a la chance aussi d'avoir de l'IMO à côté qui nous rapporte de l'argent. Peut-être c'est pour ça qu'on a plus le temps aussi. Mais en tout cas, je sais que j'ai ce truc de dire ouais, c'est un asset. Les gens vont te suivre pendant longtemps. T'es pas pressé de leur vendre quelque chose en fait. En fait, s'ils t'aiment bien, à un moment donné, tu sortiras un truc et puis ils achèteront. T'as pas besoin de forcer. Et après, dans l'IMO aussi, je pense que la vente forcée, elle est chaude. La vente agressive dans l'IMO, je pense pas que ce soit un secteur en make money qui marche bien en vente. Ou alors, t'as un peu des braquages. T'as des mecs qui arrivent à braquer un peu, mais... Ça dépend le prix, ça dépend s'il y a du CPF, pas du CPF, ça dépend. Oui, ils tournent tous au CPF, j'ai l'impression. Ça dépend de plein de choses en fait. Moi, j'étais pas dans ce game. J'ai mis le doigt dans ce game, machin. Tout le monde m'est tombé dessus parce qu'ils se sont dit le mec, on va le tondre. Le mec, il parle dans Business Angel, il sort un bouquin dans les Fnac et tout, il doit être plein aux as, on va le tondre. C'est ça la vérité. Donc je sortais à Paris dans plein d'événements entrepreneurs, tout le monde voulait me vendre un truc et tout, puis moi j'avais du mal à dire non à l'époque, je me suis fait niquer dans tous les sens. Maintenant c'est fini, je sors plus. Je préfère aller faire du sport, au moins personne va me vendre un truc, tu vois. Mais c'est vrai que c'est complexe. Après ça dépend de ton prix. Par contre ça m'intéresse, tu vois, je suis pas dedans. Je suis plus dedans. Enfin, j'ai été un peu, mais pas trop. Mais ça m'intéresse. Je pense qu'il faudrait un mix de toi et de moi. Toi, t'es hyper bon sur la partie media buying, etc. Et moi, j'ai bien développé la partie personal branding avec le bouquin, les trucs, etc. Et je pense que le mix des deux, pour moi, c'est une question de complémentarité. Ouais, mais ça s'oppose pas. Ça s'oppose pas. C'est complémentaire. Ouais, c'est comme un ingénieur et un commercial. Pour moi, c'est une complémentarité. Il faut avoir de la preuve sociale du personal branding, avoir des notions de marketing digital avec... avant, on appelait ça marketing digital. Ça se dit plus, je suis un vieux. Mais de media buying... d'acquisition via l'ADS, et je pense que le mix en fait entre l'organique et l'ADS, ça marche. Moi, l'ADS marchait pas parce que je faisais très peu d'organique, et à partir du moment où j'ai coupé les ADS, je me suis mis à faire de l'organique. Peut-être que j'aurais dû faire les deux. Là maintenant je fais beaucoup d'organique, tu vois, je payais un monteur tous les mois. Peut-être que si je faisais la même quantité d'organique couplée à l'ADS, peut-être ça performerait. Peut-être avec juste du retargeting, re-engager les gens qui te connaissent. On n'en a pas fait du retargeting parce qu'on trouvait que c'était les free avec qui je bossais me disaient ça va nous coûter trop cher, et on n'a pas activé le retargeting. Ouais, c'est vrai que sur Facebook monte les double les CPM. En fait, on avait à tendance. Pour le faire, on voulait atteindre un certain palier qu'on n'a jamais atteint. Non, mais après l'organique, c'est plus en mode tortue, mais tu vas beaucoup plus haut. Moi, j'ai eu plein de business où je faisais beaucoup d'argent qui était basé sur les ads ou les GAFA. Ça a toujours fini en sucette. Si ton business, il est basé sur les GAFA, un jour, il change l'algo, soit l'algo publicitaire, soit l'algo organique, etc. T'es mort. Moi, je sais que je me suis juré je me force, et encore aujourd'hui, à ne plus miser trop mon business sur les ads, l'organique, etc. et à diversifier un max, parce que maintenant, je suis hyper flippé de mettre énormément d'énergie pendant 2, 3, 4 ans et un reach qui se coupe. Et là, tu finis avec pas grand-chose, quoi. En ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu en train d'arriver sur LinkedIn, tu vois. Ouais. Ça baisse LinkedIn. Où le reach là, il baisse. Les stars de LinkedIn, je les vois moins. Hein. Le reach il est beaucoup moins élevé. Je pense que il y a que toi qui arrive. Non. Il y a que toi qui arrive à être bon sur LinkedIn. Je suis impacté aussi. Mais c'est vrai que tu vois 2023. Mais j'en vis pas, donc c'est moins gênant. Par contre, il y en a beaucoup qui avaient des gros reach et qui en vivaient que de ça. Ouais, c'est vrai. Donc eux, par contre, je pense que c'est plus dur. Je les vois, ils essaient de faire le switch podcast, Insta, etc.
Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Il y avait des grosses stars de LinkedIn, mais moi j'en connais qui étaient très très chauds. Soit j'ai plus de news, ils sont très discrets là, ou soit ils essaient de switcher, de faire des émissions sur YouTube, tu sais, des concepts, un peu émissions, etc. Mais ouais, t'es tributaire d'une plateforme. C'est l'avantage de l'IMO, tu vois, comme tu l'as dit, c'est que ton propre truc, quoi. Et sur la partie contenu, je sais pas toi comment tu vois les choses, mais moi je sais qu'avec mes connaissances en IMO, je suis sans arrêt en train de me poser la question, est-ce que je fais bien de mettre autant d'énergie dans le contenu, les accompagnements ou monter des produits de formation, que sais-je, même si j'ai pas de formation aujourd'hui, ou si je ferais mieux de me concentrer purement sur l'IMO, parce que honnêtement je suis toujours dans cette dualité, parce que avec mon expertise IMO, je peux vraiment aller faire des belles sommes, du gros levier, j'ai les banques qui me suivent maintenant très facilement, les plateformes de crowdfunding, enfin je peux très très facilement aussi attirer des affaires à moi de marchands, d'agents IMO, du coup via les réseaux. Et de l'autre côté, je me dis, quand même le business en ligne, t'as des belles marges, etc. Mais je trouve que de plus en plus que les marges des business en ligne, elles sont fantasmées. En fait, ça coûte plein d'oseille de faire des webis, comme tu dis, avec les outils, de mettre de l'argent en pub, de payer des monteurs, de passer du temps à créer le contenu, de faire les shorts, etc. Et finalement, quand je vois qu'en IMO, maintenant, je m'intéresse énormément aux passoires thermiques, quand je vois que toutes les passoires thermiques qui arrivent sur le marché, qui sont à prix cassé, et qu'en fait, en 2 visites, je peux chiffrer le truc, voir si c'est en autofinancement, aller voir une banque et en gros bosser 10 heures et dans 15 ans, avoir un locataire qui me paye mon crédit et dans 15 ans, avoir un bien qui vaut, je sais pas, 150, 200 000 euros, je me dis, bon, finalement, est-ce que je fais bien de mettre autant d'énergie dans le personal branding en étant dépendant des GAFA, etc. Et donc, je trouve ça très compliqué maintenant que je crée de dire où est-ce que tu mets le curseur entre le levier du média et le levier de l'IMO. J'ai la même problématique que toi en ce moment. C'est-à-dire que pour répondre à ta question, tout dépend. Le temps passé, il faut que tu fasses du 20-80, quoi. C'est Pareto. Toi, tu as été média buyer, donc tu connais beaucoup mieux que moi comment on fait des ads, des créatives, comment on set up tout ça. Donc toi, tu gagnes du temps. Moi, je suis obligé de prendre un freelance qui va me prendre des frais de mise en service. Moi, j'ai payé des free qui m'ont pris parfois 5000 balles de frais de setup. Ah ouais. C'est une somme à sortir. Ça, c'est de l'argent que j'aurais pu mettre dans un petit parking Rikiki à Boulogne où je mets une moto à 45 par mois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je pense que, franchement, les gens que j'ai rencontrés qui sont les plus chauds, c'est des gens qui ont de l'IMO, qui parlent pas trop. Eux, c'est solide. Je pense que l'IMO, c'est first. Donc, ce qu'on avait dit qu'on avait pris un café la dernière fois. IMO solidifie l'IMO parce que ça, c'est hyper solide. Une fois que tu veux t'amuser un peu, que tu t'ennuies un peu dans l'IMO, que c'est un peu rébarbatif, etc., fais du personal branding en communiquant sur tes succès et en faisant du business en ligne. Je pense que les trois sont complémentaires. Le plus facile sera l'IMO parce que tu as le savoir-faire, tu as les réseaux, etc. Personal branding, c'est dur. Attends, on n'est pas Anthony Bourbon, on n'est pas sur M6, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur. C'est dur. Enfin, moi, j'ai le bouquin à la FNAC, j'ai fait beaucoup de podcasts, j'ai fait RTL, Forbes, de la radio. Et malgré ça, tu vois, c'est quand même compliqué d'aller chercher des grosses audiences grand public tant que t'es pas à la télé, quoi. J'ai des potes qui ont des startups qui sont sur BFM TV, etc., qui arrivent à avoir de la visibilité, mais même eux, on les reconnaît pas dans la rue, quoi. Donc c'est compliqué le personal branding quand t'es pas vraiment hyper legit. Mais donc je pense qu'en first, tu veux, ma hiérarchie, c'est quoi? C'est IMO, solidifie, même si le personal branding c'est plus sexy, hein, c'est la tentation. Moi, j'ai plus envie de faire d'IMO, j'ai envie de faire de personal branding. Personal branding et puis business en ligne aussi, quoi. Parce que c'est hyper intéressant. Et si t'es bon sur les trois, que t'es un peu patient, ça peut que cartonner, quoi. Et communiquer sur les succès des uns des autres. Et tu fais du un tiers en termes de temps ou moi, j'ai la brique startup aussi. Je vais avoir la brique deuxième livre à écrire. Ouais. La roadmap, c'est d'écrire. Moi, la roadmap, vraiment, c'est de quand tu vas aller à la FNAC, Alexandre Lacharme, il y a 5-6 bouquins, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Donc, tu as un gros focus livre. Oui. Gros focus, dev perso, livre, motivation. Je veux vraiment faire ce que font les Américains dans les bouquins, mais à la française. Je veux faire du Tim Ferriss à la française, moi. C'est ça la vision. Ah oui. Sortir de l'IMO. Donc, c'est pour ça aussi que le full digital, webby et tout, ça matchait pas avec cette vision-là. Bah ouais, parce que pour écrire, il faut être calme, etc. Le côté webby, machin, c'est un truc où t'es tout le temps. Je les vois, les mecs qui font les créatives. Je vais pas donner de nom, mais les mecs qui font les créatives sur Google et tout, tu les vois, ils ont des couilles à toutes les veines. C'est pas moi. Ouais, donc c'est pas moi, les gars. Tu poses des grosses bases. Des grosses bases de corps et t'as le temps. J'ai le temps. Après, le temps, faut le prendre, quoi. C'est vrai que c'est un luxe d'avoir le temps, mais en flip, j'ai peur tous les jours. Même si j'ai de l'argent, même si j'ai une vie cool en apparence. Tous les jours, je vais jouer au tennis dans des super clubs, etc. Je vais être honnête avec toi, et tous les entrepreneurs te le diront ou pas parce qu'ils osent pas, mais on a peur
a tous peur de la trésor, de combien on paye, les charges, les machins. Est-ce que dans un an, on est encore là? Je parle pas de l'IMO, mais je parle de tous les autres business. Et on a tous peur. Et en fait, c'est la peur qui nous drive. Moi, c'est la peur qui nous drive. J'ai essayé de sortir de ça. Maintenant, je sous-traite plus rien, je dépense plus, je fais tout. Comme ça, j'ai zéro charge. J'ai très peu de charges. Et j'arrive à libérer un peu plus mon esprit comme ça. Ouais. Par contre, le problème, c'est que du coup, parfois, tu dis « Ah merde, j'aimerais bien redéléguer. » Mais en fait, après, si tu délègues, tu te mets des charges. Et c'est vrai que moi, pour créer, j'ai besoin de plus avoir cette peur. Et je crois que l'IMO, c'est un super combo pour devenir créateur parce que tu as un côté, tu as vraiment un socle qui est genre solide. C'est pas comme des revenus d'un business en ligne. Les revenus d'un business en ligne, quand ça marche, on gagne des trucs indécents. Quand ça marche plus, on gagne zéro. Quand t'as plus le tunnel qui fonctionne et machin, t'es mort. Et donc, c'est assez stressant. Par contre, là, l'IMO, ça me permet vraiment de créer. Et je pense que du coup, c'est un super combo IMO et digital. Sans l'IMO, je serais salarié encore. Je serais encore salarié. Ouais, t'aurais pas pu gaper. Sans l'IMO, ouais. J'aurais pas pu. Ouais. Sans l'IMO, c'est pas avec les ventes de droits d'auteur de bouquins. Oui, si j'ai 5 bouquins best-sellers, ouais, peut-être que j'en vivrais, tu vois. Mais c'est l'IMO, j'ai pu dire au revoir à mon employeur le 31 mai 2022 parce qu'il y avait de l'IMO. Ouais, ok. J'aurais dit salut, ici les Moulineaux, tchuss. Je rends la bagnole de fonction, il y a les clés, il y a l'ordi, il y a le tel pro. Au revoir et merci. Ouais, c'est grâce à l'IMO, pas grâce au bouquin. Ouais, c'est plus facile, je pense, de les faire un socle IMO pour après attaquer le business en ligne. Parce que maintenant, à l'époque, c'était pas trop le cas. C'était plus facile de faire business en ligne que IMO, moi, quand j'ai commencé, pour faire de l'argent. Mais maintenant, business en ligne, c'est compétitif, ouais. Il y a du monde. Et le problème, c'est ce qu'on disait au début, c'est que les très jeunes, la génération des 2000, quoi, ils veulent pas se casser la tête. Mais par contre, en IMO, c'est phénoménal parce que ils veulent pas. On est tout seul. Enfin, moi, mais ils veulent pas. J'ai l'impression que nous, on a fait on va dire, en 10 ans. Même c'est trop 10 ans. Prenons 5 ans. Qu'on peut faire en 5 ans ou en 10 ans. Le problème, pour moi, le pain point principal, c'est que des jeunes qui arrivent, je leur jette pas la pierre, je bosse avec certains. Ils ont pas cette patience. Ouais, moi, quand je leur dis, quand je raconte mon histoire, si tu veux, ils se disent, waouh, t'es comme un grand frère, putain, mais t'as 37 ans. Mais en vrai, ils se projettent pas. Ils se disent, tu vois, les mecs, nous, à l'époque, les mecs en 19 ans, ils se disent pas, je vais faire comme toi, je vais acheter des parkings pendant 10 ans, je vais avoir des locataires. En fait, ils trouvent ça génial. Tu vois, ils kiffent, ils suivent sur les réseaux, etc. Mais ça va passer vite pour eux. Ouais, c'est le. Après, quand on est jeune, on est toujours impatient, ça marche pas forcément. Mais c'est vrai que à le moment où on a commencé, nous, en fait, être libre, c'était quelque chose que tu pouvais envisager, genre à 40 ans. La norme, c'était de dire le plus osé, c'était les mouvements FIRE, retraite à 40 ans, etc. C'était ça qu'il y avait de plus osé. Maintenant, c'est vrai que les jeunes, ils veulent être libres à 20 ans, tu vois. À 25 ans, les mecs, ils veulent déjà être en Lamborghini rousse. Ils veulent être en Lamborghini avec des marques de la tête aux pieds et tout, mais c'est pas ça la vraie vie, quoi. Mais après, ils font leur expérience, tu vois. Ouais, moi, bien sûr. Tu vois, je veux pas faire le donneur de leçons, tu vois. Je rentre pas faire le Pascal le grand frère et tout, c'est pas ma posture. Je dis simplement, faites votre expérience, faites vos trucs et vous allez être meilleur que nous parce que vous avez commencé plus jeune. Donc, toi, t'as commencé très jeune, mais tu vois quelqu'un qui commence très jeune. Très jeune maintenant par rapport aux nouvelles normes. Moi, j'ai commencé le business à 21 ans. Maintenant, 21 ans, j'ai l'impression que t'en as qui commencent à 17, 17, 18, t'en as qui sont déjà chauds, etc. C'est fou, ça, d'ailleurs. Moi, j'en connais, j'en ai rencontré des mecs qui sont à Nice, qui achetaient des pages Facebook, des groupes Facebook, qui revendaient, qui ont monté des agences à Nice et tout, qui sont chauds à 20, 22 ans, qui sont nés en 2001, tu vois. Respect. Franchement, tu peux pas comparer les générations. Nous, on est dans un entre-deux. Mais c'est bien pour l'IMO, par contre, je trouve qu'il y a moins de concurrence. Moi, je sais que à Paris, c'est hyper concurrentiel, c'est un peu un marché à part. Mais dès que tu pars un peu Île-de-France et que tu recules un petit peu, il n'y a plus beaucoup d'investisseurs, justement, qui ont entre 20 et 35, allez, 25 et 35, qui commencent à gagner des bons salaires, qui n'ont pas forcément des enfants, etc., et qui sont dans cette optique de faire grossir un patrimoine. Il n'y a pas grand monde. Du coup, ça peut être pas mal aussi d'aller plus sur l'IMO, parce que finalement, maintenant, tu te dis, business en ligne, ils sont très forts. Autant que j'aille jouer à mon jeu où ils veulent plus y aller, quoi. C'est clair. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et à la prochaine. À la prochaine.